Dans l'actualité ce soir, le chaos en Haïti. 2 jours après le tremblement de terre, le désastre se dévoile peu à peu. Les victimes jonchent les rues, il n'y a plus de pouvoir. Les palais, les ministères, les hôpitaux sont à terre. Des centaines de milliers de personnes blessées ou hébétées dorment dehors. Les secours commencent à arriver, l'aéroport est rouvert et plusieurs rescapés ont été sortis des décombres. Nous suivrons la première équipe française au travail depuis quelques heures. Les États-Unis vont envoyer 4000 soldats pour assurer la sécurité. Nicolas Sarkozy lui annonce une prochaine visite sur place. Autre actualité de cette journée, Barack Obama frappe un grand coup contre le secteur financier. Il juge les primes et les profits obscènes et veut taxer les 50 plus grandes banques pour rembourser le contribuable américain. En France, le bilan mitigé de la lutte contre la délinquance en 2009, une très légère baisse de 1%, mais les violences aux personnes augmentent. Notre enquête ce soir sur un nouveau type d'escroquerie sur Internet, c'est le dossier de cette édition. La Chine contre Google, le géant américain se dit victime d'attaques informatiques massives de Pékin, ciblant des militants des droits de l'homme et menace de se retirer du pays. Pour Google, c'est la liberté mondiale d'expression qui est en jeu. Enfin, l'Algérie se relance en Coupe d'Afrique des Nations, victoire 1-0 face au Mali. On fera le point aussi sur la Coupe de la Ligue en France. Bonsoir et bienvenue à tous. Avec l'arrivée des premiers secours, le voile commence donc à se lever sur ce qu'il faut bien appeler la tragédie haïtienne. Il est question de dizaines de milliers de morts et de dégâts d'une étendue inimaginable, expression employée par la diplomatie américaine. Nous allons tenter ce soir d'être le plus complet possible. D'abord, c'est peut-être le plus urgent, les personnes ensevelies, ces rescapés qu'on essaie de dégager, le plus souvent à la main. Franck Genozo. Un signe de la main, une voix qui réclame de l'aide. Il y a encore des vies piégées dans cette maison en ruine. Un étage plus haut, apeuré, plusieurs habitants n'osent plus bouger. D'autres essaient de sortir par leurs propres moyens, en poussant les gravats vers l'extérieur. Et parfois, à bout de force, ils parviennent ainsi à s'extirper du bâtiment. 48 heures après le séisme, le chaos règne toujours dans les rues de Port-au-Prince. Les premiers secours américains se sont fixés un objectif, le siège de la mission des Nations Unies, où 200 personnes seraient ensevelies. Première recherche et premier sauvetage. C'est un casque bleu estonien. Il est sain et sauf. Il sait qu'il a eu beaucoup de chance. Le sol s'est dérobé sous mes pieds, j'ai eu mal et je suis resté allongé en attendant de l'aide. Dans de nombreux quartiers, il n'y a encore aucun secouriste. Alors les habitants tentent à main nue de sortir d'éventuels survivants des décombres. On sait qu'il y a des gens là-dessous, mais on ne peut pas arriver jusqu'à eux. On n'a pas les moyens de les dégager. De cet amas de gravats parviennent les cris d'une adolescente, dont on n'aperçoit plus qu'une jambe, piégée par le béton. Familles et amis tentent de la dégager. Et après 18 heures passées dans les décombres, c'est la délivrance. Quelques écorchures, quelques contusions, une miraculée. Mais les belles histoires sont rares. Cet homme vient d'apprendre que 5 membres de sa famille sont morts dans l'effondrement d'une maison. Le corps de sa femme repose à même le sol, à quelques mètres de là. Partout dans Port-au-Prince, les mêmes images de cadavres alignés le long des trottoirs. Pour les survivants, l'odeur des corps en décomposition est de plus en plus insoutenable. 1500 morts ont d'ores et déjà été conduits à la morgue de Port-au-Prince, un chiffre qui pourrait augmenter car de nombreuses zones restent très difficilement accessibles. Oui, il n'y a plus d'hôpitaux, plus d'États, la plupart des ministères ont été détruits, plus de lignes téléphoniques non plus. Des centaines de milliers de personnes, de familles attendent et dorment dehors. Image commentée par Loïc Delamornay. La rumeur s'est propagée en quelques secondes, en pleine nuit. Un tsunami arrive. Fausse alerte, mais dans une population apeurée, c'est l'instinct de survie qui commande. Le jour se lève et du ciel, on ne voit plus grand-chose. Cet amas de béton est ce qu'il reste de l'hôtel Montana. 200 personnes sont enfouies là-dessous.
Le palais présidentiel qui s'est effondré est lui aussi devenu un tombeau. Si le président a survécu, plusieurs membres du gouvernement sont portés disparus. Le quartier général de la mission de l'ONU est dévasté. Son chef et beaucoup de casques bleus sont morts. Comble de malchance, c'était la seule organisation véritablement structurée du pays, d'où auraient pu s'organiser les premiers secours. Pas d'ambulances qui sillonnent les rues, mais des flots de sinistrés qui se réfugient sur les grandes artères avec un triste objectif, ne pas avoir de toit au-dessus de la tête en cas de réplique. Rien pour soigner les blessés, rien pour enterrer les morts. Comme si les drames ne suffisaient pas, la capitale se voit confrontée à un problème inattendu. La prison centrale a été détruite et beaucoup de prisonniers dangereux se sont échappés. En termes de sécurité, c'est difficile pour la police de contrôler la situation. Dans une ville longtemps gangrénée par l'insécurité, va désormais se poser un autre problème, les pillages. Selon des organisations humanitaires, les premières fusillades ont éclaté près des supermarchés et des familles auraient été vues, armes à la main, tentant de défendre leurs biens face aux pillards. Nous avons reçu tout à l'heure le premier compte-rendu de nos envoyés spéciaux arrivés sur place à la mi-journée avec des secouristes français. Voici ce qu'ils ont découvert. Reportage Claude Sampère, Olivier Martinez. Ils sont arrivés en tout début d'après-midi, les premiers sauveteurs de la sécurité civile venus de métropole. Une soixantaine d'hommes spécialistes des tremblements de terre. Ils sont venus avec leurs chiens pour retrouver d'éventuels rescapés. Ces chiens sont déjà intervenus sur d'autres séismes et ils ont déjà sauvé des vies. Pour les accueillir, l'ambassadeur de France, Didier Lebret, 46 ans. Il est en poste à peine depuis 3 mois et gère le plus grave tremblement de terre depuis 200 ans. Il nous emmène dans sa voiture en ville sous haute sécurité. Nous apercevons les premiers bâtiments écroulés. Hier soir, quand on est passé, il y avait vraiment des dizaines, voire des centaines de cadavres le long de la route, sur le terre-plein central et sur les trottoirs. À chaque carrefour, nous apercevons encore quelques corps recouverts à la hâte d'un drap. Certains quartiers sont complètement dévastés. Et on transporte les blessés comme on peut. Impossible pour l'heure d'avoir un premier bilan. L'ambassadeur nous emmène alors sur un des sites les plus touchés, l'hôtel Montana. C'était le plus beau de la ville. Il se dressait sur 4 étages. 300 à 400 personnes y logeaient. Une centaine seulement a été retrouvée. Monsieur l'ambassadeur, vous pensez qu'il y a encore des personnes vivantes ici? On en a la certitude. Nos équipes ont identifié plusieurs personnes qui ont appelé à l'aide, qui ont demandé du secours. 3 personnes vivantes auraient été localisées sous les décombres de cet hôtel. Les secouristes français qui sont arrivés avec nous vont travailler ici dès que possible et tout faire pour les sauver. Et nous sommes en mesure maintenant de retrouver une autre de nos envoyées spéciales sur place, Maryse Burgot. Bonsoir Maryse, vous avez pu vous rendre dans d'autres quartiers de la ville. Quelle situation avez-vous trouvé ? En fait, je crois que ce qui est le plus frappant, c'est véritablement le nombre de cadavres qui jonchent les trottoirs de cette ville. Vous savez, les gens sont tellement occupés à essayer de soigner les blessés, à essayer de trouver des vivres, de l'eau potable, des médicaments, de l'essence. Ils sont tellement occupés à faire cela qu'ils ne s'occupent pas des cadavres. Ils seront enterrés plus tard. Je crois que c'est ça qui est le plus frappant. Par ailleurs, on a vraiment le sentiment que toute la ville est dehors. Tous les parcs, tous les trottoirs, tous les squares sont occupés par des camps de fortune. On a l'impression que toute la ville est dehors. Est-ce qu'on peut circuler en ville? Il est 14h, heure haïtienne, cet après-midi chez vous. Est-ce qu'on peut circuler en ville actuellement? C'est très difficile de circuler. Nous sommes en ce moment à l'aéroport. Il nous faut à peu près 2 heures pour atteindre le centre-ville. Et c'est une pagaille absolument incroyable. Nous avons mis 2 heures à y aller. Pour rentrer, j'ai dû prendre une moto parce que nous étions littéralement bloqués par des voitures, des gens qui essaient de ramener des affaires, de visiter des gens, d'essayer d'aller voir des proches qu'ils n'arrivent pas à voir. Impossible de circuler dans cette ville. Et c'est précisément ça qui va poser un véritable problème. Difficile d'apporter de l'aide dans ces conditions puisque tout est embouteillé. Maryse, est-ce que certains quartiers seulement ont été frappés ou est-ce que c'est toute la capitale qui est à terre? Alors c'est difficile de répondre à cette question parce que je ne suis pas encore allée partout évidemment. Quand nous sommes arrivés ce matin, nous avons eu le sentiment que tout
n'était pas détruit, parce qu'on est passé dans des quartiers qui n'étaient pas détruits. On s'est dit, ah mais ce n'est peut-être pas si grave. Et puis après, quand on est allé vers le centre et vers d'autres quartiers là, on a vu que c'était véritablement une catastrophe. Et même si tout n'est pas détruit, c'est une grande catastrophe sanitaire qui se prépare. Maryse Burgot à Port-au-Prince, vous restez avec nous Maryse, on va vous retrouver dans un instant. Tout à l'heure, en tout cas, 91 Français blessés ont été transférés vers la Martinique pour y être soignés. La plupart étaient sur pied à la descente d'avion, mais semblaient en état de choc. Parmi eux, il y avait des familles avec de jeunes enfants. Sachez par ailleurs que 2 victimes françaises sont d'ores et déjà identifiées. Il s'agit de 2 employés d'une société du Cantal spécialisée dans la construction de préfabriqués. Le ministère des Affaires étrangères, le Quai d'Orsay, précise que 60 Français sont activement recherchés en ce moment à Port-au-Prince. On en vient maintenant au secours. Le monde se mobilise pour Haïti. L'aéroport a pu rouvrir. C'est là-bas que nous avons retrouvé Maryse Burgot, et toute la journée des avions américains, canadiens, français ont donc pu se poser dans des conditions, disons, sportives. La tour de contrôle ne fonctionne pas, il faut le naviguer à vue. Des centaines d'hommes, en tout cas, ont pu débarquer. Arnaud Comte. Si la piste de l'aéroport est intacte, les avions de la communauté internationale atterrissent à vue. Un exercice délicat en l'absence de liaison radio. La tour de contrôle ne fonctionne plus. Sur le tarmac, des dizaines d'équipes de secouristes venus du monde entier, Belgique, États-Unis, Chine, débarquent une à une. Ici, ce sont les secouristes français, les hommes de la sécurité civile. Ils forment une chaîne humaine pour décharger leur matériel. L'aéroport Toussaint Louverture est saturé par l'aide internationale qui afflue heure après heure. Des vivres, de l'eau potable, mais aussi des tonnes de matériel, kits de survie, générateurs électriques, outils de déblaiement. Une logistique qu'il va falloir acheminer vers les zones les plus sinistrées. Avec tout l'équipement que nous avons apporté, la mission pour notre équipe est d'identifier les sites prioritaires, ceux qui ont besoin de recherche et de secours. Les secours vont être répartis sur le terrain par nationalité. En attendant, sur les pelouses de l'aéroport, les sauveteurs établissent leur camp de base, dressant des tentes ici et là. Pour assurer la sécurité de ces secouristes et pour coordonner les opérations, des casques bleus et des militaires américains vont être déployés. Sur l'aéroport de Port-au-Prince, une priorité maintenant, rétablir les infrastructures pour déployer au plus vite l'aide humanitaire. Et apparemment, ça n'est pas simple. Dernière minute, on l'apprend à l'instant, l'aéroport d'Haïti est engorgé. Les vols d'aide américains sont suspendus. On vous retrouve en direct, Maryse Burgot. Est-ce que l'aide internationale a pu commencer à être distribuée ou est-ce qu'il y a trop de problèmes logistiques ? Oui, je crois qu'on peut vraiment dire qu'il y a trop de problèmes. Vous savez, moi j'ai fait la route ce matin entre Saint-Domingue et Port-au-Prince et j'ai passé cette frontière entre la République dominicaine et Haïti et je n'ai vu que très peu de convois humanitaires, juste quelques camions qui transportaient de l'eau potable. Et ici, sur cet aéroport, il est déjà engorgé et pourtant, il est vraiment relativement calme. Il y a très peu de convois qui sont arrivés et on a vraiment l'impression que ce qui est arrivé est une goutte d'eau par rapport à ce qui est nécessaire. Dernière chose, dernier point, Maryse. Est-ce qu'on peut évoluer en sécurité à Port-au-Prince, et on pense notamment aux secouristes et à ceux qui apportent cette aide humanitaire, ou est-ce qu'il y a danger parce qu'il y a des pilleurs et des attaques ? Alors moi je n'ai pas vu de pillage véritablement, mais j'ai vu une scène qui était assez stupéfiante. Des gens sont tombés sur un camion qui était abandonné dans lequel il y avait de l'essence. Ils ont voulu tous absolument avoir 1 litre d'essence et se seront littéralement battus sous nos yeux pour pouvoir obtenir chacun 1 litre d'essence. Et on s'est dit en filmant cette séquence tout à l'heure que nous n'étions pas spécialement en sécurité à cet endroit-là parce que les gens, ça ne leur plaisait pas que l'on filme. Je pense vraiment qu'il y a un problème de vivres et d'eau potable et que cela, ça pose véritablement un problème de sécurité, c'est évident. Merci Maryse pour toutes ces précisions. On s'arrête un instant à ce stade du journal pour comprendre pourquoi les dégâts sont aussi importants. Alors bien sûr, l'épicentre du séisme était proche du centre-ville, on en parlait hier, mais il y a autre chose. Il s'agit bien sûr des constructions. Explication Florence Mavic, Antoine Morel. Dans la grande famille des urgentistes, il y a ceux qui sauvent les vies et il y a ceux qui auscultent les constructions endommagées. Patrick Colombel est architecte, spécialiste des villes dévastées. Son diagnostic sur place épargne souvent d'autres victimes.
La mission de base que l'on a, c'est de mettre en sécurité les bâtiments. C'est-à-dire, est-ce que les bâtiments sont dangereux ou pas, et laisser les gens dedans, ou leur interdire de rentrer dans ces bâtiments parce qu'ils sont dangereux. Patrick Colombel a déjà visionné des images, celles du quartier général des Nations Unies ou d'autres immeubles. Ces amas de béton ne le surprennent pas. On pense que c'est simple de faire du béton, mais c'est pas simple. Il faut des qualités de construction qui soient bonnes, il faut des ouvriers qui soient formés, il faut des calculs de structure qui soient faits de manière adaptée, et il faut une mise en œuvre qui soit parfaite. Mais la plupart des Haïtiens compétents sont partis travailler ailleurs dans le monde. Fleuron du patrimoine colonial, le palais présidentiel a souffert. Il pourra être reconstruit selon des normes parasismiques. Il faudra juste y mettre le prix. Paiera-t-on aussi pour rendre plus sûrs les bidonvilles qui ont colonisé la capitale? Des cahutes, des cabanes accrochées de façon instable sur des collines fragilisées par la déforestation. Si le sol s'échappe, la construction elle part avec. Dans 24 heures, l'architecte urgentiste sera au chevet d'une ville meurtrie. On estime à 80 000 le nombre d'Haïtiens qui vivent en France. La difficulté pour eux, c'est que le réseau téléphonique est quasiment hors service. Chacun attend des nouvelles de ses proches, de sa famille. Et c'est le cas aussi pour certains couples de Français qui sont en instance d'adoption. Anne Guéry, Daniel Lévy. C'est le 3e taxiphone qu'elle essaie, Eliana Messia. Avec toujours ce fol espoir que dans l'un d'eux, je vais encore essayer. Elle finira bien par entendre dans le combiné la voix de sa sœur, restée en Haïti. Des fois c'est occupé, des fois ça répond pas du tout. Là il n'y a pas de tonalité du tout. Mais une fois encore, une fois de plus au bout du fil, l'insoutenable silence. Je suis très inquiète. Je peux pas manger, j'ai le pain, il y a tout ce qu'il faut. Ça n'arrive pas à descendre. C'est une obsession, une quête effrénée de la moindre nouvelle pour les Haïtiens de Paris. Ici, au consulat d'Haïti, ils viennent juste pour savoir s'il y a un autre moyen d'en apprendre plus sur leurs proches, dont ils ne savent s'ils sont morts ou encore en vie. Et je pensais à ma femme, à mes enfants. Peut-être qu'il est en dessous le gava, mais je suis là, impuissant, je suis pas là pour l'aider. Internet, voilà désormais le seul lien entre Haïti et la France. Cette association vient de recevoir les premières photos de l'hôpital qu'elle a construit pour les enfants, une ruine désormais. Mais avec les photos, il y eut aussi ces quelques lignes, froides, sans appel. Nous sommes au regret de vous informer qu'il y a un mort confirmé, Ryan Clous. Un mail pour apprendre la mort d'un ami. La mort, eux aussi, la redoutent. Françoise et Béatrice Mougeot sont sans nouvelles de ce bébé de 18 mois qu'ils ont adopté. Léandre devait arriver en France dans 3 mois. On ne sait pas trop si la crèche est encore debout. Si par hasard les enfants sont sortis sains et saufs avec la directrice et tout le staff. Ils espéraient tant extraire Léandre de l'orphelinat et de la misère, un espoir désormais si fragile. Et tout à l'heure, Nicolas Sarkozy réunissait à l'Elysée les ministres concernés par ce séisme. Il a annoncé ensuite qu'il se rendrait sur place dans les prochaines semaines et appelé également à une conférence internationale. On l'écoute. Cette nouvelle tragédie peut être la dernière si la communauté internationale se mobilise pour aider ce pays. J'ai proposé au président Obama que les États-Unis, le Brésil, le Canada et d'autres encore prennent l'initiative de convoquer une grande conférence pour la reconstruction et le développement en Haïti. Lorsque je me rendrai en Martinique, j'avais promis de me rendre à Saint-Domingue, eh bien j'en profiterai bien sûr pour me rendre en Haïti dans les semaines qui viennent. Oui, il faut noter que jamais un président français ne s'est rendu à ce jour en Haïti. Et puis tout à l'heure, Barack Obama a annoncé qu'il débloquerait 100 millions de dollars pour Haïti. Le FMI annonce également la même somme. Mobilisation aussi à Hollywood. Le chanteur d'origine haïtienne Wyclef Jean et de nombreuses célébrités lancent un appel à la solidarité. Parmi les participants se trouvent aussi Angelina Jolie et Brad Pitt. Engagés de longue date en Haïti, ils viennent d'ailleurs de faire un don de 690 000 € à Médecins sans frontières. En France, toutes les associations se mobilisent massivement et je vous rappelle que France Télévisions et Radio France s'associent à la Fondation de France. Si vous souhaitez envoyer un don, voici l'adresse: Fondation de France Solidarité Haïti, boîte postale 22 75 008 Paris,
ou par internet au www.fondationdefrance.org. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur la situation là-bas. Nous y reviendrons en fin de journal car nous sommes en train de recevoir le reportage de nos envoyés spéciaux emmenés par Maryse Burgot. Ce sera donc à la fin de ce journal. Il est 20h18, restez avec nous. À suivre, Barack Obama passe à la vitesse supérieure contre le secteur financier. Il juge les primes et les profits obscènes et veut taxer les 50 plus grandes banques. Le bilan mitigé de la lutte contre la délinquance en 2009, très légère baisse de 1%. Notre enquête ce soir sur les nouveaux types d'escroqueries sur Internet. Et puis une bataille de titans sur fond de liberté d'expression. Google se dit victime d'attaques informatiques massives de la Chine et menace de se retirer du pays. D'abord donc la colère de Barack Obama contre Wall Street. 16 mois après la grande crise, il dénonce le retour aux profits colossaux des banques, parle de bonus indécents et annonce une taxe sur le secteur pour rembourser, dit-il, le contribuable américain. Jean-Paul Chappelle. Goldman Sachs, JP Morgan, Merrill Lynch, les 50 plus grandes banques sont dans le collimateur du président américain. Barack Obama veut instaurer une taxe exceptionnelle de 0,15% sur l'ensemble des actifs possédés par ces établissements. Objectif, récupérer jusqu'à 117 milliards de dollars, 80 milliards d'euros, perdus par le Trésor américain au début de la crise pour sauver les banques. Ma détermination ne peut être que renforcée lorsque je vois les profits énormes et les bonus obscènes dans les sociétés qui doivent leur survie au peuple américain. Les banques ont déjà dit qu'elles feraient tout pour s'opposer à cette taxe qui doit figurer dans le projet de budget fédéral. Une nouvelle bataille en perspective au Congrès américain. Bonsoir Alain Chalvron, vous êtes en direct à Washington. Est-ce que c'est un tabou qui vient d'être brisé par Barack Obama ? Oui, car cette taxe apparaît comme une sanction. Alors, il y a tout juste un mois, Barack Obama avait reçu les principaux banquiers à la Maison-Blanche pour leur passer un sacré savon. Il les avait accusés de faire double jeu, d'une part de faire semblant d'accepter les réformes et en réalité de les torpiller. Il les avait traités, je cite, de gros matous engraissés et leur avait donné un mois pour réfléchir. Eh bien, un mois après, réflexion faite, donc les banquiers ont décidé de s'octroyer les plus gros bonus de l'histoire. Il y en a pour 140 milliards de dollars, au total 140 milliards. Obscène, a dit aujourd'hui Barack Obama, qui a donc rappelé que c'était tout de même l'argent des contribuables qui avait permis à ces banques de survivre et donc d'annoncer une sanction, cette taxe exceptionnelle qui devrait rapporter 117 milliards de dollars sur 10 ans, autrement dit 1,7 milliard de dollars par an pour les 50 plus grosses banques. De quoi faire hurler les banquiers, mais certainement pas de les empêcher de dormir. Alain Chalvron à Washington, merci Alain. Retour en France, le ministre de l'Intérieur Brice Hortefeux a présenté aujourd'hui le bilan de la lutte contre la délinquance en 2009. Un bilan mitigé, regardez le chiffre, très légère baisse de 1%, un tout petit peu plus, mais avec une augmentation des violences aux personnes. Et puis, dans le même temps, un nouveau type d'escroquerie sur Internet se développe. On appelle cela les arnaques aux annuaires fictifs. C'est le dossier de cette édition, vous allez tout comprendre. Il est signé Sophie Rodier et Marie Cazot. Philippe Vimard commence tout juste à sortir la tête de l'eau. Il y a un an, ce propriétaire d'auto-école a été victime d'escrocs qui ont bouleversé sa vie. Ils avaient à me parler trop bien, pour moi trop bien, pour que dire c'est pas possible, c'est des gens de loi qu'ils ont dû parler, c'est pas possible, c'est pas une arnaque quoi. Donc ça a commencé. En fait, il s'agit d'une escroquerie aux faux annuaires. Un commercial le contacte par téléphone et lui propose de faire de la publicité pour son entreprise dans le guide internet de sa commune. Une offre promotionnelle, 633 € pour l'année, mais quelques semaines plus tard, tout se complique. Janvier, on n'a rien vu. Février, on n'a pas vu de publicité, on n'a rien vu. Et en mars, on commence à avoir un coup de téléphone. Comment ça se fait? Les règlements ne sont pas faits, on ne peut pas vous mettre sur Internet et tout ça. Mais on a dit, mais si, on a fait 2 chèques et tout. Et au départ, ils ont dit, non, 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 vous n'avez pas compris. C'est que c'est 633 €, c'est par mois et pendant 12 mois. À ce moment précis, Philippe Vimard ne le sait pas encore. Mais il est l'une des 600 victimes d'un réseau très bien organisé. À sa tête, 2 Parisiens des beaux quartiers. Les cerveaux d'une arnaque qui leur a rapporté plus de 2,5 millions d'euros. Un scénario bien rodé. Acte 1, des commerciaux démarchent des entrepreneurs pour leur vendre de faux encarts publicitaires sur des sites internet bidons.
Une fois le client piégé, c'est l'acte 2. D'autres personnes viennent le relancer, beaucoup plus menaçantes. On disait de toute façon, bientôt il y a la gendarmerie, vous inquiétez pas, la gendarmerie va venir vous voir et vont vous saisir l'auto-école, vous allez voir, puisque vous ne voulez pas payer la publicité, ça va être très loin, parce que moi je suis avocat au barreau de Paris, qui me disait tout le temps. Et les sommes ont augmenté de plus en plus. On recevait des fax, à chaque fois c'était 5 000, après c'était 6 400, après c'était 8 000, 8 500, puis il a dit c'est pas fini, ça continue, donc il faut payer, il faut payer, il faut payer. Alors nous on a eu très peur, au bout d'un moment, on a commencé à faire des crédits et à payer, quoi. De relance en relance, et par le biais d'une fausse société de recouvrement, il va emprunter jusqu'à 80 000 € auprès de différents organismes et finit par vendre sa maison. Contrat, facture à en tête de la société, tout est fait pour mettre en confiance les victimes. Mais quand on se rend à l'adresse indiquée, personne ne connaît les dirigeants de la société. Moi, je croyais que c'était le siège social d'une société ici. C'est le siège social de plusieurs entreprises. D'accord. De toute façon, il n'y a pas de bureau ici. Non, il n'y a aucun bureau. D'accord. Pas de bureau, juste une boîte aux lettres pour brouiller les pistes. Oui, d'accord. Ils sont très prudents, ils utilisent beaucoup de cartes de téléphone différentes, des pseudonymes, ils ne se rencontrent pas, ils n'ont pas de contact avec les victimes, tout se fait par téléphone, par télécopie, ils utilisent des faux documents. Il a fallu 6 mois aux gendarmes pour remonter jusqu'aux escrocs et démanteler le réseau. Au total, 50 personnes ont été arrêtées. Au domicile de l'un des cerveaux, les enquêteurs ont trouvé une importante somme d'argent. Et voilà, ici vous avez 510 000 €. 510 000 € en liquide et aussi des vêtements de grands couturiers et des chaussures de luxe. Une trentaine de paires, quelque chose comme ça, de marque. Et puis des voitures de sport. Le plus incroyable dans ce type d'escroquerie, c'est que les victimes sont persuadées d'être dans leur tort. Ce sont des gens foncièrement honnêtes, donc on craint pour son entreprise, on craint pour ses salariés, on craint pour sa famille, puis on se dit finalement on va pas, on va pas quand même résister, puisque le droit nous donne tort, entre guillemets, eh bien oui, payons. En France, il y a actuellement une vingtaine d'affaires similaires en cours d'enquête. Plusieurs milliers de victimes chaque année. Dans la plupart des cas, les profits générés par les escrocs sont énormes et mènent souvent sur la piste du crime organisé. En bref, des vœux mouvementés aujourd'hui à la Cour de cassation à l'occasion de la visite de François Fillon et de la garde des Sceaux Michèle Alliot-Marie. Plusieurs centaines d'avocats et de magistrats ont manifesté en robe devant le palais de justice de Paris contre la réforme de la justice, et ce à l'occasion de la session annuelle de la Cour des comptes. Ils dénoncent la disparition du poste de juge d'instruction, synonyme selon eux d'atteinte à l'indépendance. La Chine contre Google, le géant américain se dit victime d'attaques informatiques massives de Pékin, ciblant des militants des droits de l'homme et menace de se retirer du pays. Pour Google, c'est la liberté mondiale d'expression qui est en jeu. Juliette Guérin. C'est le choc de deux titans. D'un côté Google, le géant de l'Internet américain qui ne veut plus se soumettre à la censure. De l'autre, la superpuissance chinoise qui n'a pas l'intention de céder, camper sur ses positions. Je veux rappeler que l'Internet chinois est ouvert. Le gouvernement chinois encourage Internet et un environnement propice à son développement. Depuis 4 ans, Google supportait pourtant une certaine censure et avait supprimé de nombreux sujets jugés indésirables par Pékin. Mais récemment victime d'un acte de piratage qu'il impute aux autorités chinoises, le moteur de recherche envisage désormais de plier bagage. Symbole de cette rébellion, cette photo de la place Tiananmen, jusque-là inconnue dans le pays, désormais visible sur le portail chinois de Google. Au pied du siège de l'entreprise à Pékin, les internautes inquiets déposent des offrandes, comme s'ils portaient déjà le deuil de leur liberté d'expression. En tant qu'utilisateur de Google, je viens exprimer mon refus de voir partir une grande entreprise. Nous voulons montrer que ça nous fait quelque chose. Internet, c'est ce qui influence le plus les changements sociaux et politiques en Chine. C'est pour ça que ça cause tant de problèmes au gouvernement. En se retirant de Chine, Google ferait une croix sur 360 millions d'internautes en échange d'une crédibilité morale.
Une image d'Inde toujours étonnante, la fête du Kumbh Mela a commencé ce matin et pour 3 mois, il s'agit d'une des plus grandes fêtes religieuses au monde. Célébrée, vous le voyez, le long du Gange, des millions de personnes se baignent dans le fleuve sacré, des bains rituels qui sont censés permettre aux hindous de se laver de leurs péchés et d'interrompre le cycle de la réincarnation. De la danse maintenant avec le festival Suren Cité Danse, on y vient du monde entier, notamment pour découvrir le chorégraphe vedette du moment, Kader Atouf. Reportage Abdelmostefa Zidenberkous. Déjà une vingtaine d'années que Kader Atouf a été touché par le virus du hip-hop. Tiens, je connais lui. Ses premières armes, il les a faites au milieu des années 80, dans la banlieue lyonnaise. Et 10 ans après les débuts de briques et de broc dans la rue, c'était l'entrée dans les théâtres. Lorsqu'on était programmé dans ce genre de festival, c'était quelque part une chance qu'apprendre à saisir. C'était à un moment donné de montrer son travail et de pouvoir se démarquer de ce qui existait à côté, quoi. Et d'arriver à faire sa place, quoi. Donc il y avait un vrai challenge en tout cas, mais un vrai plaisir. Le plaisir est toujours là, ça crève les yeux. Mais il y a aujourd'hui une plus grande maîtrise du langage chorégraphique. À force de défis réussis, Kader Atouf est devenu une référence, nommé l'an passé à la tête d'un centre chorégraphique national. Et enchaîne, une fois. C'est une vraie reconnaissance, c'est la reconnaissance qui manquait à cette histoire. Et c'est vrai que le hip-hop aujourd'hui n'est pas qu'une danse de la performance ou une danse qu'on relaie comme ça dans les quartiers, mais c'est une vraie danse d'auteur avec des chorégraphes et qui développe un vrai travail artistique en tout cas. Kader Atouf est un auteur. La preuve, par l'exemple, avec ce drôle de duo amoureux. Loin des clichés que l'on peut avoir sur la danse hip-hop. Une image de football, l'Algérie se relance en Coupe d'Afrique des Nations avec une victoire 1-0 face au Mali. Aujourd'hui à Luanda, l'unique but de la rencontre signé Rafik Ali juste avant la mi-temps permet de raviver les espoirs des Fennecs. Avant de refermer ce journal, un détour par le plateau d'Avoud Jugé. Bonsoir Arlette Chabot, ce soir vous recevez le ministre de l'Immigration Éric Besson avec des débats passionnés en perspective. C'est un ministre évidemment contesté. Le débat qu'il a lancé sur l'identité nationale, on le sait, fait beaucoup de bruit. Il est aussi contesté et a créé des polémiques. Alors nous allons parler de ce débat, mais aussi de la politique d'immigration du gouvernement, avec effectivement 2 interlocuteurs pour Éric Besson, Marine Le Pen, et puis le socialiste Vincent Peillon. Donc ça fera 2 bons débats, l'occasion évidemment donc d'y voir un peu plus clair sur les choix d'Éric Besson. Merci Arlette, et à tout à l'heure dans 5 minutes exactement. Fin de cette édition, je vous en rappelle l'un des principaux titres, le chaos en Haïti. 2 jours après le tremblement de terre, le désastre se dévoile peu à peu. Les victimes jonchent les rues, il n'y a plus de pouvoir, les palais, les ministères, les hôpitaux sont à terre. Les secours commencent à arriver, l'aéroport a été rouvert puis à nouveau fermé. Les États-Unis annoncent qu'ils enverront 4000 soldats pour assurer la sécurité. Nicolas Sarkozy, lui, indique qu'il se rendra sur place. Nous espérions vous montrer le reportage de notre envoyé spécial Maryse Burgot. Ce sera dans une autre édition. Les conditions techniques de transmission restent très difficiles avec Haïti. Dans un instant, la météo, Isabelle Martinet qui nous promet encore un léger mieux. 20h35, à vous de juger donc. Et à 22h35, Lionel raconte Jospin. C'est la première partie du documentaire de Patrick Rothman. Demain 13h, Elise Lucet. À 20h et tout le week-end, Laurent Delahousse. Très bonne soirée. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.